Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de vous présenter un topo sur les fractures périprothétiques. Donc comme vous avez pu voir, la fréquence des fractures périprothétiques augmente. Jusqu'à pas longtemps, c'était la 4e cause de reprise. Et puis au vu de la série, visiblement, c'est devenu la 2e cause, loin devant la luxation, alors que dans les séries historiques, les luxations étaient une cause de reprise bien plus fréquente que les fractures périprothétiques. Donc j'ai refait la biblio pour essayer de voir un petit peu ce qui était proposé actuellement dans la littérature en fonction des différents cas. Et déjà, quand on regarde un petit peu, on voit que la fréquence de cette complication augmente. Forcément, le nombre de prothèses augmente, la population vieillit. Et ça représente environ 5% des reprises, mais dans la série et dans les quelques résultats qu'a montré Roger, on voit que c'est 35% des causes de reprise, donc c'est bien plus élevé actuellement que ça ne l'était dans les publications anciennes. Il n'y a pas toujours de traumatisme majeur à l'origine, et il est intéressant de voir que dans environ 50% des cas, alors ce sont des séries essentiellement sur des tiges cimentées, dans 50% des cas, il y a la présence d'une ostéolyse qui probablement favorise, et même certainement favorise, ces fractures périprothétiques. Alors c'est un enjeu de santé publique, parce que j'ai extrait de ce joli papier uniquement les populations de plus de 75 ans. Et vous voyez que malheureusement, il y a des taux de mortalité extrêmement élevés après ce type d'événement, avec 60% de mortalité à 5 ans, ce qui reste vraiment un événement majeur et très péjoratif dans la vie d'une prothèse de hanche. Concernant les classifications, il y a différents types de classifications. Et je pense que le plus logique est de parler en fonction de la classification de Vancouver. Il y a un joli papier qui est sorti l'année dernière qui comparait justement l'utilisation de toutes les différentes classifications. Et très clairement, dans 95% des papiers dans la littérature internationale, c'est la Vancouver qui est utilisée. Donc je pense que pour qu'on parle tous de la même chose, il faut continuer de l'utiliser. Donc on a dans la Vancouver le A, le B, le C. Je passerai vite parce que vous la connaissez tous. Et puis surtout qu'il y a des intrications entre les B et les C. Il est intéressant de parler de ce New B2 qui avait été décrit par Jacques Tabutin. Avec, en réalité, c'est une fracture qui est souvent précoce après la mise en place d'une prothèse généralement sans ciment et qui fait suite généralement à une fragilisation du calcaire péropératoire et un trait spiroïde court qui se fait et qui emporte toute la métaphyse proximale avec le petit trochanter. Donc c'était la New B2 décrit par Jacques Tabutin. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on arrive à différencier véritablement la B1 de la B2. Et il avait été décrit ce que l'on appelle l'index de fixation restante, qui permet d'évaluer la bonne tenue ou non d'une tige, généralement sans ciment. Et donc vous pouvez voir qu'en fonction de cet index de fixation restante, on pourra décider ou non de changer la tige ou de maintenir la tige. Alors mon propos ne sera pas de vous décrire les techniques de changement de tige, parce que c'est l'orateur suivant qui le fera. Mais vous voyez, donc, lorsque l'index de fixation restante est supérieur à 2/3, on pourra décider de maintenir la tige et de faire une ostéosynthèse tige en place. Cette étude qui a mené à cette définition de cet index de fixation restante a montré que quand l'index était inférieur à 2/3, on avait des gros risques d'enfoncement secondaire de la tige et puis surtout d'échec de l'ostéosynthèse. Donc, lorsqu'on a un B1 avec un index de fixation restante qui est péjoratif, en réalité, ça devient un B2 et on se doit de faire un changement de tige. Quelques exemples pour être un peu pratique. Vous voyez, dans les deux cas, à gauche, il n'y a pas d'enfoncement de tige. On a une tige, par contre, qui est, comme vous pouvez le voir, sur les 2/3 inférieurs qui n'apparaît plus fixée. Et donc, il paraît logique de faire un changement de tige avec une tige un peu plus longue et quelques cerclages. Et sur la droite, vous pouvez voir qu'il y a un enfoncement initial lors de l'épisode fracturaire avec un enfoncement qui, là aussi, explique une perte de la fixation. L'index de fixation restante n'est pas supérieur à 2/3, donc on bascule sur un changement de tige. Alors, quelles sont les méthodes thérapeutiques à notre disposition ?
Donc, il y a des méthodes tout à fait classiques, les ostéosynthèses, les câbles, les cerclages, les vis, etc. Et puis, je reviendrai un peu sur les allogreffes, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très courant sur le bassin français, mais qui se doit d'être décrit. Pour le grand trochanter, vous pouvez voir que la majorité des cas de ces fractures isolées du grand trochanter ont pour origine une ostéolyse, bien souvent, et on se doit de faire une greffe, d'utiliser un crochet. Pour ma part, je préfère les crochets un peu rigides, le crochet de courpied étant un peu trop souple à mon avis. Le traitement conservateur a-t-il encore sa place ? Donc dans certains cas, vous voyez ce type de fracture un peu distale, on peut tolérer un petit enfoncement, on peut tolérer un petit trouble de rotation, mais malheureusement, ce traitement doit être réservé pour des patients non opérables, à mon avis, parce qu'il existe un risque secondaire majeur d'enfoncement. Là encore, vous voyez un traitement conservateur, hein, c'est un patient du service, on avait tenté de maintenir un traitement conservateur. Il y a eu secondairement un déplacement qui a nécessité une ostéosynthèse. Donc le traitement conservateur, vous voyez, reste quand même à ne proposer qu'à des patients très fragiles. L'utilisation de cerclage isolé peut être proposée pour les fractures métaphysaires ou les B1 assez hautes, et notamment lorsqu'il existe une fracture qui va jusqu'au grand trochanter. Ça peut être une solution élégante sans changer la tige. Les ostéosynthèses classiques, plaques de Menem et les plaques cerclage, d'utilisation un peu plus réduite actuellement, d'autant que les plaques avec type cable ready, etc., ont souvent donné lieu à des nécroses par dévascularisation et ischémie osseuse. Ce qui reste d'actualité, c'est ces plaques avec la possibilité d'obtenir des fixations bicorticales qui donnent de bons résultats dans les séries. Et vous pouvez voir cette étude mécanique qui confirme la nécessité d'une vis bicorticale. Vous voyez dans les stress en torsion ou en arrachement, ou même dans les compressions axiales, très clairement, l'utilisation d'une visserie bicorticale est nécessaire et on doit préférer l'utilisation d'un cerclage lorsque l'on ne peut pas avoir une fixation bicorticale. Les cerclages représentent en gros 76% de la force d'arrachement d'une vis bicorticale. Doit-on systématiquement utiliser une plaque qui vient jusqu'au grand trochanter? Cette étude nous explique que cela risque de générer des fragilités au niveau du grand trochanter et donc la plaque avec le crochet trochantérien ne doit être utilisée que s'il y a une atteinte du grand trochanter. Enfin, les allogreffes, vous pouvez voir pour les B1 et les C1, dans la littérature récente, elle est très riche avec la description de ces allogreffes. Le pronostic de ces fractures est donné généralement par la bonne restitution et une bonne réduction de la corticale médiale. C'est pour ça que ces séries décrivent l'utilisation d'une plaque et d'une allogreffe, généralement antéromédiale, pour apporter un support et un renfort. Là encore, cette série rapporte d'excellents résultats avec l'utilisation de ces allogreffes. Cette étude biomécanique conclut de manière claire à la supériorité mécanique de l'utilisation d'une plaque plus d'une allogreffe positionnée au niveau antéromédial. Je vais conclure en expliquant rapidement qu'au niveau des implants cimentés, certains préconisent le maintien en place, d'autres disent qu'il faut absolument les enlever parce que l'ostéosynthèse ne marche pas, mais très clairement ce dernier papier récent conclut en disant que le mieux pour les implants cimentés est d'enlever l'implant, d'enlever tout le ciment et de reprendre avec une tige longue sans ciment. Cette étude mécanique sera probablement rapportée par l'orateur suivant car il fait partie des auteurs et rapporte là aussi la nécessité d'une tige longue pour ponter les B1 basses et les C1 basses, les C1 hautes. En conclusion, ce qu'on doit retenir de la littérature récente, c'est qu'il vaut mieux utiliser un bon cerclage que des vis unicorticales, que quel que soit le type de fracture, si on a un sujet jeune capable de supporter une intervention, il vaut mieux partir sur un changement de tige longue afin de ponter la fracture qui, d'un point de vue mécanique, nous apportera une meilleure stabilité et plus de chances d'avoir une bonne cicatrisation osseuse. Et bien entendu, si on a la possibilité et qu'on a à disposition des allogreffes,
de ne pas hésiter pour les B1 distales et les C1 hautes de réaliser des montages mixtes associant une ostéosynthèse avec une allogreffe et si on n'a pas d'allogreffe, éventuellement de discuter à l'utilisation de 2 plaques, une latérale et une antéromédiale. Je vous remercie.